Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Nous sommes ravis, au nom de Planète Altruiste, de t'accueillir sur ce nouvel épisode de cette série de reportages magnifiques. Alors voilà, nous sommes enchantés. Bruno l'Allemand, tu es une personne reconnue, une référence, je pense, dans le monde de la spiritualité. Et la chose extraordinaire et qui nous plaît beaucoup chez Planète Altruiste, c'est que tu as su mettre le pont, le lien en fait, entre spiritualité et écologie. Mais avant tout, j'ai une question à te poser. Nous savons que tu es le fondateur de Planète Altruiste, mais avant cela, on va gratter un petit peu et on va essayer de savoir qui tu es et de découvrir en fait toute l'amplitude de ton action. Si je cite un mot ou un nom, ressources et actualisation. Voilà. Qu'est-ce que tu peux, comme ça, nous dire spontanément de que signifie pour toi ressources et actualisation? Alors d'abord, c'est évidemment l'activité que j'ai créée en 1987. Et les mots ont été choisis volontairement. C'est inspiré en fait du psychologue Carl Gustav Jung, qui parlait justement des ressources et de l'actualisation des ressources. Parce que nous sommes pleins de ressources, nous avons des capacités en nous, et elles peuvent s'actualiser, elles peuvent se révéler au grand jour, en fait. Et donc on passe de ces ressources qui sont à l'état potentiel à un état actuel, c'est-à-dire conscient. Quelle est l'âme aujourd'hui? L'âme, qu'est-ce qui anime ressources, actualisation à l'heure d'aujourd'hui? Parce que de mémoire, ça fait quand même plus de 30 ans que ressources actualisation existe. Donc il y a eu une évolution, je suppose. Et aujourd'hui, comment te poses-tu, toi, dans ressources actualisation et dans toute ton activité auprès de ces nombreuses personnes qui te suivent? Alors il y a d'abord l'aide aux personnes, de leur donner des moyens, justement, de révéler leur potentiel, de l'actualiser. Et il y a, puisqu'on parlait de spiritualité, souvent, c'est un mot qui est assez mal compris parce que la spiritualité, là aussi, ça fait partie de cette actualisation, de réaliser la véritable nature de l'être. Et quand on réalise la véritable nature de l'être, on réalise que nous sommes tous interdépendants, interconnectés, et que cette impression d'être séparés les uns des autres est une illusion. On fait partie d'un tout, et que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, notre manière de penser a inévitablement une influence, aussi bien sur nous, sur notre vie, que celle des autres. Donc on est constamment en train d'interagir les uns avec les autres, et pas seulement les uns avec les autres, mais avec la nature, on aura l'occasion d'en parler, avec la nature, avec l'univers dans lequel on est baigné, les animaux, etc. On ne peut pas ne pas s'influencer constamment. Et dans tout cela, on peut réaliser aussi, prendre conscience que dans ce jeu des causes et des conditions, eh bien, on a la possibilité, ou pas, de créer notre propre bonheur, tout en participant évidemment celui des autres, puisqu'on va voir là aussi à quel point notre bonheur est interdépendant de celui des autres, et comme je me plais à le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Donc négliger son propre bonheur, c'est négliger celui des autres finalement. Donc tout ça, et négliger celui des autres évidemment, c'est négliger le sien propre. Là, effectivement, ce sont les enseignements que tu dispenses en fait autour de la réalisation personnelle, autour du bonheur, effectivement, comment savoir être heureux. Et en même temps, concrètement, comment ça se passe? Parce qu'effectivement, alors je sais que tu fais des conférences, nous pouvons te voir sur différentes émissions qui passent sur le web, mais concrètement, auprès des gens, sur le terrain, qu'est-ce que tu fais? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les cours. Les gens sont accompagnés au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur démarche. Je leur transmets un certain nombre de pratiques, de techniques qu'ils peuvent mettre directement en application dans leur quotidien. Et puis il y a aussi les stages. Les stages qui permettent justement de vivre véritablement cette expérience, d'être dans un contexte tout à fait approprié, où là aussi justement on réunit un certain nombre de causes et de conditions qui vont être propices à l'accomplissement de leur véritable nature, de ce qu'ils sont, et de le réaliser. Et dans ces stages, entre autres, il y a vraiment tout un univers de bienveillance, de respect mutuel. Donc mon but, c'est vraiment de leur faire
vivre l'expérience justement de la bienveillance, pas juste que ça soit un concept, parce que je vois chez beaucoup d'auteurs, on a le sentiment qu'effectivement ils maîtrisent bien le concept, mais dans les actes, il y a aussi ce passage dans l'acte pour que ça soit justement vécu. Et pour moi c'est très important parce que ces stages me permettent de faire vivre aux gens véritablement, de leur montrer qu'ils peuvent en faire l'expérience. Et toi, comment tu vis ces stages? Parce qu'effectivement, on sent bien ce que tu souhaites emmener lors des stages, mais toi, comment vis-tu ces retraites que tu proposes quand tu es au milieu comme ça de tous les participants et de tous les stagiaires, ces retraites méditatives silencieuses? Comment toi, tu le vis intrinsèquement? Je vis comme ces stages vraiment comme un partage. C'est vraiment un partage. Et c'est un partage parce qu'on se partage mutuellement. C'est pas juste moi qui partage le fruit de ce que j'ai reçu, de ce que je vis, de ce que j'expérimente aussi. Je me nourris aussi évidemment de la participation des personnes qui sont là, qui sont pour moi des amis. Oui. Ce sont des amis. Pour moi, c'est important d'avoir ce sens de l'amitié et pas d'avoir le sentiment d'être le professeur de celui qui sait, de celui qui transmet, etc. Il y a une vraie participation, c'est très enrichissant. C'est vraiment un moment de réel bonheur parce que je suis avec mes frères et sœurs humains, qui sont partout d'ailleurs pour moi dans le monde. Pour moi, la notion de fraternité a un sens vraiment profond. Je dirais même, c'est quelque chose pour moi de palpable et de tangible, parce que c'est très important quand je parle justement d'amener des valeurs dans ces stages, de les faire retrouver. Pour moi, c'est indispensable et c'est ce que j'ai vécu à travers, pour faire une petite parenthèse, ce que j'ai vécu à travers tous les sages des différentes traditions que j'ai eu le bonheur de fréquenter, de rencontrer, qui incarnaient véritablement ce qu'ils transmettaient. Pour employer les paroles de Mathieu Ricard, qui disait « il n'y a pas de différence entre le message et le messager. En fait, c'est la même chose. Et comme j'ai eu le bonheur de rencontrer ces êtres qui transmettaient véritablement ce qu'ils étaient, j'essaie, moi, de l'appliquer aussi dans ces stages et d'apporter cette humanité et qu'ils le ressentent, cette bienveillance qui doit être, encore une fois, cultivée, parce qu'on parle beaucoup de... Je me répète, mais je pense que c'est important. Il ne faut pas que ça soit simplement un concept. Ça doit être quelque chose qui doit être intégré, qui doit être appliqué par celui qui le transmet lui-même. Je pense que ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et on voit à quel point, quand ils repartent, comment ils sont transformés. Et ils ont maintenant un repère, parce que c'est ce qui nous manque le plus dans notre culture aussi. Parce que comme on a rejeté toutes nos valeurs, on est une société qui est très égocentrée, très individualiste, où on pense que c'est par la satisfaction de nos
désir personnel, qu'on va connaître le bonheur. Donc tout ce qui compte, c'est moi, c'est ma satisfaction personnelle. Mais ça, c'est une vision complètement erronée, puisqu'on voit aujourd'hui, le fait de penser de cette manière nous entraîne dans de grandes souffrances, il y a beaucoup de dépression, beaucoup de burn-out, mais aussi c'est tout l'impact qu'il y a, et on en parlera aussi, tout l'impact qu'il peut y avoir sur la société, sur le monde, sur la nature, etc. Parce que le seul fait de satisfaire nos désirs sans nous soucier des incidences et des conséquences que ça peut avoir, eh bien, fait qu'aujourd'hui, on a littéralement détruit notre planète. Notre planète, elle est vraiment dans un piteux état. Donc et c'est là où on voit à quel point le lien entre l'individu, entre l'être, son accomplissement et la nature, l'écologie, est évident. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce que tu proposes, parce que finalement, dans ces stages, tu es une proposition, donc on prend ou on ne prend pas, ça regarde chacun. Mais en même temps, ces stages qui ont été faits depuis maintenant 30 ans, depuis le début de Ressources Actualisation. 33 ans. 33 ans. Donc ces stages, comme ton activité, ont évolué. Et finalement, tu m'avais expliqué à un moment donné qu'il y a une demande en fait qui a émergé pour que cette proposition justement puisse être vécue en dehors des stages. Et je crois qu'il y a une belle idée en fait qui a émergé, qui est l'idée justement d'un lieu où tu souhaites, toi, accueillir des personnes pour qu'elles puissent vivre justement et se rendre compte que ce que tu proposes est tout à fait réalisable dans les faits, en fait. C'est pas un concept, c'est pas des idées, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire. Non, effectivement, c'est comme ça que d'ailleurs l'idée est née, parce qu'on a beaucoup de personnes qui se sentaient tellement bien, qui nous disaient « mais est-ce qu'on peut pas vivre ça au quotidien, tout le temps? Est-ce que c'est pas possible ?» Et je voyais bien que c'était pas seulement de l'attachement, c'est que les gens retrouvaient quelque chose qu'on avait peut-être perdu, justement. Cette harmonie, ce respect entre les gens, cette entraide, cette bienveillance. Et les gens se rendaient compte que finalement, ils avaient quelque part trouvé leur demeure. Je le dis, la demeure, elle est en vous. Et avec le temps, je me suis dit, mais est-ce que effectivement, on ne pourrait pas créer un lieu, amener un lieu, justement, qui permettrait aux personnes de vivre ça plus souvent, en permanence, et que nous, on bénéficie justement, qu'on puisse leur apporter des conditions tout à fait idéales. Et c'est comme ça qu'est né, alors au départ, on était parti dans Planète Altruiste sur l'idée d'un village altruiste, mais j'avais pas, finalement, au fur et à mesure, ça a évolué, et je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire un énième éco-village, c'était pas le but. Oui. Parce que je crois qu'un éco-village dénué de ces valeurs humaines, de ces dimensions, je dirais, spirituelles. Je parle de spirituel, pas dans le sens religieux du terme, on ne va pas recréer une religion. Je pense qu'on a ce qu'il faut maintenant sur la planète, avec tout ce que ça représente. C'est pas le but. C'est dans le sens de retrouver un esprit qui est justement fondé sur ces valeurs qui sont inhérentes à l'individu. C'est pas quelque chose qu'on crée ou qu'on invente de l'extérieur. Et donc, et ça a évolué, on est passé de l'idée d'un village, justement, à un lieu d'activité écologique et de réalisation de soi, parce que je crois que l'écologie est indissociable de l'accomplissement de l'être.
se séparant de la nature, on a perdu de vue que nous sommes aussi la nature. Nous sommes indissociables de la nature. On est intrinsèquement liés, et on n'est pas seulement liés à la nature, et beaucoup de scientifiques le disent aujourd'hui. Nous sommes la nature. Les règles qui régissent la nature vivent en nous. On peut essayer de les masquer, on peut essayer de l'ignorer, on peut essayer d'artificialiser. D'ailleurs, c'est un échec aujourd'hui. On a complètement artificialisé notre vie. Mais à quel prix ? Justement, au prix de grandes souffrances. Aujourd'hui, les gens ont l'impression de perdre complètement le sens, tout le sens de la vie. Parce que tout fonctionne, tout est régi justement par les règles de l'ego, en fait. Mais ça crée finalement beaucoup plus de souffrance. Je pense que la question fondamentale à se poser, si notre société était une proposition heureuse, ça se saurait, tout le monde serait plus heureux. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que c'est le déclin. Je pense que si on ne se voile pas trop la face, si on ne se ment pas à soi-même, on voit bien que la somme des souffrances dans nos sociétés est assez considérable. Et elle s'est révélée aussi avec la situation sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Elle l'a mis en lumière, en fait. Et c'est là on voit bien à quel point c'est désastreux. Donc, l'idée de ce lieu d'activité écologique et de réalisation personnelle, parce que je pense que c'est important, il ne suffit pas, et ça aussi, ça fait partie de ça, il ne suffit pas de faire des actions écologiques extérieures, parce que si l'individu ne change pas, et s'il ne retrouve pas ce lien avec la nature, pas le fait d'aller se balader dans la nature, parce que la nature, il l'a en lui, il n'a pas besoin de faire 10 kilomètres pour ça. La nature, elle est en nous. Et je pense que si l'être réalise justement qu'il est la nature, il ne peut plus la détruire, c'est impossible. Et je pense que c'est pour ça que c'est important que l'être humain réalise ce qu'il est fondamentalement par nature, justement. Parce que plus on retrouve ce que nous sommes, eh bien, moins on peut être destructeur. On ne peut plus être destructeur. Parce qu'on va voir même dans l'animal, on va voir notre frère humain, ça paraît incroyable de dire les choses de cette manière. Mais je pense que c'est ça que, plus on a conscience de ce que nous sommes, plus on a conscience de ce que l'autre il est. Et on développe ce sens de fraternité, ce sens d'humanité, et pas seulement à l'égard des autres êtres humains, mais à l'égard des non-humains, des animaux, mais aussi de la nature. Des plantes. Des plantes, etc. On développe ce sens de respect, et ça devient justement pour nous intolérable que non seulement un être humain souffre, mais aussi qu'un animal souffre. C'est pour ça qu'on nous a dit il faudrait s'occuper des humains. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Les animaux n'ont pas à souffrir justement de nos comportements. Quand on voit aujourd'hui justement par les choix qu'on fait, 70 milliards d'animaux terrestres sont détruits par an. C'est considérable, c'est énorme, on n'arrive même pas à l'imaginer. C'est 1000 milliards de poissons qui sont anéantis. Alors on va dire, oui, mais il faut bien nourrir l'individu. Mais c'est là où justement on peut se poser la question. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce stade de se dire, est-ce que nous ne sommes pas suffisamment intelligents ? Et avec les connaissances et les moyens qu'on a aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas suffisamment intelligents, suffisamment évolués pour se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui se nourrir sans être obligé de détruire, sans être obligé de tuer, sans être obligé de massacrer, parce que c'est bien le terme qu'il faut employer. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui à ce stade, passer à ce stade justement d'être plus humain, et aussi bien envers la nature qu'envers les animaux, qu'envers les humains. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que 30 000 enfants meurent de faim chaque jour. Mais on parle de la situation sanitaire aujourd'hui, mais on oublie ça. Ça n'a l'air d'émouvoir personne de savoir que 30 000 enfants, il faut penser à un enfant, 30 000 enfants meurent de faim par jour. C'est considérable. Et on pourrait étaler des chiffres comme ça à l'infini, mais je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien. On les connaît maintenant, c'est juste, certaines personnes n'ont pas envie de les connaître, n'ont pas envie de le savoir, parce que ça ne nous arrange pas de savoir. Parce que ça remettrait complètement en question nos modes de fonctionnement, nos comportements, nos habitudes. Et ça voudrait aussi, ça nous obligerait aussi d'admettre qu'on s'est fourvoyé, qu'on s'est complètement trompé dans nos orientations. Donc c'est sûr que ça, c'est interpellant. Mais est-ce que ce n'est pas justement un passage obligé ? C'est Jung qui disait « il n'y a pas de prise de conscience sans souffrance ». Et c'est vrai que la prise de conscience est douloureuse, parce que de reconnaître qu'on s'est trompé,
que les choix de vie qu'on a faits aujourd'hui sont plus destructeurs, apportent plus de souffrance qu'ils n'apportent de bonheur. Donc à un moment, il faut s'interroger. Donc là, effectivement, il y a ce bilan, cet état de fait, ce constat. Donc la solution, c'est de pouvoir peut-être poser un regard différent sur notre façon de faire et sur les possibilités aussi d'agir différemment. C'est-à-dire refuser un petit peu cette standardisation, cette mondialisation qui a l'air de mettre une sorte de chape un peu comme ça sur l'esprit d'un grand nombre de personnes. Mais comment justement amener les personnes à regarder, à poser un regard différent sur les choses? Il faut d'abord admettre et reconnaître, ça c'est la première étape, comme dans toutes les évolutions, que l'ego c'est un échec. Les valeurs égoïstes, égocentrées, l'individualisme est un échec. C'est un échec patent. Et je pense qu'il faut arriver à ce constat. Toutes les personnes qui ont opéré des changements de vie, elles sont arrivées à ce point, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai récolté ? Quel est le résultat, quel est l'aboutissement de mes choix, de mes comportements, de ma manière de penser, de ma manière d'agir, de ma manière de m'exprimer. Parce que comme je me plais à répéter, on ne peut pas espérer avoir des résultats différents de ceux qu'on a obtenus jusqu'à aujourd'hui si on continue à penser, à agir, à s'exprimer comme on l'a toujours fait. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et je pense qu'il faut avoir le courage de cette remise en question, de se dire quel est le fruit aujourd'hui que je récolte ? Quel est le fruit sur le plan individuel? Quel est le fruit sur le plan social? Quel est le fruit sur le plan collectif? Quel est le fruit sur le plan planétaire? Et je pense qu'il faut avoir le courage de faire ce bilan, de regarder où est-ce qu'on en est arrivé. Et il faut bien le reconnaître que c'est plutôt catastrophique. Sur le plan écologique, là, on commence un petit soubresaut, un petit réveil qui me paraît encore un peu timide par rapport à la situation planétaire. Et je pense qu'il est temps, si on ne se réveille pas, je ne suis pas le seul à le dire, Olivier Barrault le dit, non seulement on va dans le mur, mais en plus, Aurélien Barrault, pardon, non seulement on va dans le mur, mais en plus on accélère. Au lieu de ralentir, de freiner, de se dire où est-ce qu'on va. Je pense qu'il faut avoir un moment, faire preuve de courage et de se dire, mais où est-ce qu'on en est ? Quelle est la situation? Quels sont les faits? Sans se dire c'est bien, c'est mal. C'est pas une question, parce qu'on n'arrivera jamais à dépasser ce problème si on est encore dans cette notion de jugement de bien et de mal. C'est juste de faire des constats qui ne sont pas agréables, qu'il faut bien reconnaître et admettre. Et ensuite se dire, est-ce qu'on ne peut pas, ça c'est l'étape suivante, c'est se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement justement pour avoir des résultats différents? Et ensuite passer à l'application. Parce que si on n'applique pas, ça reste que du concept, ça reste que des idées. On n'arrête pas d'entendre. Moi, je suis un peu, je regarde la politique avec un... Parfois, je m'interroge parce que je me dis, on n'est encore que dans les idées, que dans les concepts, et pas dans le concret, pas dans... Je pense que si demain, nos hommes politiques comprenaient la nécessité d'une évolution personnelle, d'un accomplissement personnel, d'une transformation personnelle, là, je pense qu'on pourrait faire avancer les choses. Mais tant qu'on reste dans les concepts, dans les idées, on va faire que du rafistolage, et c'est ce qu'on fait depuis trop longtemps. Et je pense que là, maintenant, il faut se concerter et de se dire qu'est-ce qu'on peut amener, et est-ce qu'il n'est pas temps, justement, au lieu d'emmerder nos jeunes avec des règles, avec des interdits, et de leur montrer le chemin en incarnant soi-même ces valeurs. Et je pense que c'est indispensable. Et c'est ça, pour moi, la vraie écologie. Aucune production humaine ne nous apportera autant que nous apporte chaque jour la nature. Et pourtant, nous sommes en train de la détruire. Et nous ne réalisons pas de fait que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. C'est pas une question de bien ou de mal, de culpabilité ou de pas culpabilité. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ça le monde qu'on veut?
détruit en masse. Et le plus absurde, je dirais, c'est qu'on est en train de se détruire en même temps nous-mêmes, puisqu'on est en train de détruire notre habitat. Il est temps de faire ce qu'il faut pour stopper cette autodestruction. Pour cela, nous avons besoin d'aimer cette planète pour ne plus lui nuire. Si on aimait un peu plus la planète, on n'aurait plus envie de la détruire. Est-ce que vous avez envie de détruire quelqu'un que vous aimez? Bien sûr que non. Dans ce désir commun de participer à un monde, nous serons heureux et fiers de vivre ensemble. Où nous pourrons regarder sans la moindre gêne nos enfants dans les yeux, parce que nous leur léguons ce qu'il y a probablement de plus précieux, le respect de soi, le respect de la vie. Il y a quelque chose que tu dis beaucoup dans Planète Altruiste, que ce soit moi ou aux adhérents de Planète Altruiste, et notamment au niveau du comité, c'est pense collectif. C'est ça. Savoir penser pour la collectivité sans s'oublier, bien entendu. Et je pense que c'est... Bon, tu parlais tout à l'heure d'individualisme, on est dans une société très individualiste, et justement poser un regard différent, c'est peut-être déjà savoir regarder collectif, enfin ce que mon geste impacte collectivement. Il y a deux choses qui sont importantes. On est dans une société qui justement souffre beaucoup de culpabilité, et ça amène à des comportements absurdes. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont se sacrifier pour aider les autres, et ils pensent que c'est de l'altruisme. Ça, c'est pas de l'altruisme. On doit être altruiste envers soi-même. Je veux dire, on incarne la vie au même titre que les autres. Ma vie est aussi précieuse que celle des autres, et celle des autres est aussi précieuse que la mienne. Donc je ne dois pas me négliger pour autant. Donc prendre soin de soi, c'est important. Il faut bien faire la distinction entre prendre soin de soi et se préoccuper de soi. Le deuxième, c'est justement l'égoïsme. C'est moi la personne la plus importante, et c'est la satisfaction de mes désirs qui est le plus important. L'altruisme, il ne pense pas comme ça. C'est pas à son détriment. Il ne va pas justement se sacrifier pour les autres, dire c'est important, etc. Et nuire à sa santé, à sa vie de famille, etc. Et c'est pas du tout ça. Au contraire, il va se respecter, parce que, je suis désolé de répéter cette phrase, mais comment une personne peut respecter les autres si elle ne se respecte pas elle-même? Tout à fait. C'est impossible, ça ne marche pas. Il y a un dysfonctionnement. Mais il faut des fois aussi, j'entends des personnes qui me disent « je me respecte », mais c'est quelque chose de tout à fait égocentré. Hein. Il y a des gens qui savent le détourner. Mais il faut arriver à se rendre compte que mes choix vont inévitablement avoir un impact. Je reprends l'exemple de la société. On s'est contenté de se servir. On a pris. On a spolié la nature. Aujourd'hui, on assiste à un effondrement sur le plan écologique qui est véritablement catastrophique, parce que tout ce qui était finalement le plus important, c'était moi. C'était moi, et il y a un ego, on va dire, l'ego de la société aussi, pareil, qui est le fruit de ces égos multipliés. Donc, dès l'instant où l'être humain est le plus important et je dois le satisfaire, je me fiche de savoir que je suis en train de détruire la forêt amazonienne, que je suis en train de détruire des forêts juste pour faire des monocultures, pour que tout le monde ait son café. Et je pense que c'est là où il faut commencer vraiment à s'interroger, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour être heureux ? Parce que là aussi, c'est pareil, j'aime beaucoup ce précepte bouddhiste qui dit chercher le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. C'est sans fin. Moi. C'est ça, et c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Le moi, aujourd'hui, on voit ce qu'il a donné. Je dois être capable de me respecter, de prendre soin de moi, mais justement, prendre soin de moi, accomplir mon propre bonheur, c'est justement révéler cette bienveillance, c'est pouvoir le donner. Je prends un exemple, c'est l'exemple des parents. Combien de fois il y a des parents qui viennent me voir, qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants ? Mais je leur dis, vos enfants, ils n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents heureux. Et comment vous allez accomplir ce bonheur ? Justement, d'abord en devenant altruiste. Mais je dirais, l'altruisme envers soi-même, c'est l'altruisme envers les autres. Il y a une réciprocité en fait. Oui, parce que si je prends soin de la vie que j'incarne, je vais prendre soin de la vie de l'autre et des autres. Et je pense que c'est important d'élargir ce spectre de la bienveillance et pas se limiter juste à ses proches. Justement, la question qui me vient comme ça à l'esprit, parce qu'on parle justement de cette prise de conscience, selon toi, est-ce que la conscience humaine
va-t-elle encore évoluer ou a-t-elle évolué? Ah mais c'est inévitable. Je pense qu'on ne peut pas éviter, on est aspiré parce que ça n'aurait aucun sens d'aller dans le sens de la destruction. Ça n'aurait aucun sens pour personne puisque nous aspirons tous au bonheur. Donc la conscience humaine ne peut qu'évoluer. Et si on a compris, et on a vu par exemple, j'ai adoré parler du reportage avec Patricia, qui accompagne ces personnes qui ont été en prison, ces personnes qui sont mises au banc de la société, qu'on ne veut plus en entendre parler et qu'on refuse. Mais ces personnes, c'est nous aussi, c'est une partie de notre société, c'est une partie de nous-mêmes. On peut ne pas vouloir le voir. Et c'est là où je trouve qu'elle fait un travail extraordinaire parce qu'elle montre que ces êtres humains aussi ont une âme. Mais on pourrait parler des destructions massives au nom de choses apparemment qui sont socialement acceptables. Donc je pense qu'il y aurait des choses à remettre en question de ce côté-là aussi. Et je pense qu'on peut... C'est comme une personne qui évolue dans sa propre vie. Il y a un moment, elle va être obligée de se mettre en face de ses parts d'ombre, de ce qu'elle ne veut pas s'avouer, elle ne veut pas reconnaître pour elle-même. Mais au niveau de la société, c'est exactement pareil. Il y aura des bilans à faire, il y aura des remises en question qui seront douloureuses, où on sera obligé d'admettre que, au regard encore une fois, des résultats, il ne faut pas oublier ce que ça veut dire. Résultat, ça veut dire résulte de. C'est un aboutissement, un résultat. Et donc faire ce constat, qui n'est pas toujours agréable à faire. Parce que c'est vrai que par rapport au constat qu'on fait d'effondrement, qui a l'air, les scientifiques en parlent et beaucoup de monde en parle, cet effondrement écologique, même finalement économique qui pourrait arriver, face à cet effondrement, nous ne sommes pas préparés. Et donc, quand tu parles de prise de conscience, c'est aussi pouvoir se préparer d'une manière individuelle et aussi collective à préparer quelque chose de différent pour accueillir cette sorte de transition qui va arriver suite à cet effondrement. Oui. Tu parlais de douleur. À condition d'abord de l'accepter, parce que tant qu'on n'accepte pas, tant qu'on se voile la face et qu'on ne veut pas savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le déni, qui ne veulent pas croire que les choses vont s'effondrer. Mais c'est juste une question de logique, ce n'est pas une question d'alarmisme ou de catastrophisme. C'est-à-dire 1 + 1, ça fait 2. Et quand on accumule les sommes de destruction, quand on sait que 1 100 000 tonnes de déchets toxiques sont déversés par jour dans les mers et les océans, on peut, n'importe qui, avec un tout petit peu de bon sens, peut se demander comment ça peut tenir encore longtemps. On parle du 5e continent qui est fait que de plastique. Et quand on sait que les poissons aujourd'hui avalent ce plastique, et que nous, on mange les poissons, il y a un moment, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour se dire on se pollue nous-mêmes, finalement. C'est ça l'interdépendance. C'est que je pollue la mer, je fous mes plastiques, je jette mes plastiques, et à un moment ou à un autre, ils me reviennent. Oui. Parce que je les ai dans l'assiette. Aujourd'hui, on peut admettre, il n'y a plus de poissons comestibles. Ils sont chargés de métaux lourds, etc. Il suffirait de faire une petite étude un peu approfondie, de faire un peu preuve d'honnêteté, pour se rendre compte que, mais ça, c'est ce qu'on a semé. Et donc, ça nous revient. L'interdépendance, c'est ça. C'est de se rendre compte que tout ce que je fais, à un moment ou à un autre, ça ne peut que me revenir. Et là, on est en train de vivre la grande interdépendance à travers l'effondrement écologique. C'est le fruit de tout ce qu'on a semé dans la nature. Quand aujourd'hui, on n'arrive pas à remettre en question les cultures intensives, où on déverse des tonnes et des tonnes, des milliers, des milliards de tonnes de pesticides, d'herbicides, etc. Et on n'arrive pas à admettre, comment est-ce qu'on peut ne pas admettre que ça, à un moment, on l'a dans l'assiette. Ça ne disparaît pas comme ça. Donc refuser cette logique, en fait, ça paraît complètement irrationnel. Mais c'est complètement irrationnel. On est dans un mode de fonctionnement complètement irrationnel. C'est quelque chose de fantastique. Moi, je trouve ça assez éberluant. Et surtout, de la part des gens qui nous dirigent, qu'il n'y a pas cette reconnaissance. On préfère les enjeux financiers, etc. Mais il y a un moment, il y a des vraies questions à se poser. Une question essentielle et fondamentale. Des questions essentielles. Parce que le but, c'est le bonheur, c'est pas juste le bien-être d'ailleurs, c'est le bonheur, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vaste, qui englobe tout le monde.
quel est ton plus grand désir, suite à tout ce que tu viens de nous énoncer effectivement, par rapport à ce constat écologique et constat aussi des âmes, en fait, des consciences et des états d'esprit. Toi, Bruno, quel est ton plus grand désir aujourd'hui? Pour moi-même, je n'ai pas de désir parce que je peux dire que, au regard de ce que j'ai accompli, je suis quelqu'un en paix. Mais par contre, je suis très triste de voir ce qui se passe. Et mon plus grand désir, c'est de voir une société qui se réveille enfin et qui se dit, oui, il faut qu'on fasse les choses autrement. Qu'on crée enfin de l'harmonie entre nous. Qu'on arrête, qu'on abandonne nos griefs. On voit au niveau politique, même on parlait justement d'effondrement, mais il y a un effondrement politique aujourd'hui. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, ça ne veut plus rien dire. On est en perte d'identité. Et quelque part, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien, parce que peut-être qu'on va enfin trouver une véritable âme politique. Et ça, ce serait... Mais moi, mon rêve, c'est de voir un homme politique humaniste, qui se rend compte à quel point, et qui prône justement, qui défend ces valeurs humaines, et qu'on abandonne justement ces systèmes autoritaristes, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. Il y a même un durcissement de l'autorité qui exagère, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on passe à cette étape de responsabiliser les gens, et je trouve que ça devrait faire partie du système éducatif, que plutôt que de bourrer le crâne à nos jeunes, de les asséner de connaissances, et puis de les culpabiliser. Il faut arrêter ça, mais de leur faire découvrir justement le sens de responsabilité. C'est-à-dire que ce que je fais a une incidence. C'est pas la culpabilité, c'est tout l'inverse de la culpabilité. Tout ce que je fais a une incidence. Ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon d'exprimer. Et ça leur donne les clés, justement, pour créer leur bonheur, en plus. Et de participer à celui des autres. Donc moi, mon plus grand rêve, c'est de voir, justement, les gens se réveiller et de se dire, bah oui, on peut faire les choses autrement. Alors, nous avons donc l'honneur et la chance d'avoir le président de Planète Altruiste, donc une association humanitaire d'entraide. Est-ce que... toi, en tant que président et au nom de Planète Altruiste, quel est le message que tu veux lancer? Que tu veux continuer, enfin, il est déjà lancé, mais quel est le message que tu souhaites vraiment diffuser au plus large? Qu'on se multiplie, et je pense que, contrairement... J'entends aujourd'hui des associations, d'autres associations, écologiques notamment, qui parlent de politique, mais je dis non. Non. Sauf si on le prend dans son sens le plus profond. Qui vient de politique, qui vient de police, c'est-à-dire la vie de la cité. La vie de la cité, c'est-à-dire voilà, la vie de la cité. Je vais me répéter, mais c'est de remettre de l'humanité, justement. Et je dirais, c'est d'aller vers la voie du cœur. Pas le cœur naïf, bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce que voilà, tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil dans son comportement. Tu parles de cœur, mais aussi le fait de pouvoir appliquer des vraies valeurs qui sont l'altruisme, la compassion, la bienveillance, la solidarité. Il faut que ça se multiplie, et il faut de propager, de créer des modèles. De créer des modèles justement de lieux, et c'est ce qu'on veut faire dans ce lieu écologique et d'activité écologique et de réalisation personnelle, de montrer justement concrètement qu'on peut bien vivre ensemble, en harmonie, et qu'on peut vivre en harmonie avec la nature, qu'on peut vivre en harmonie avec les animaux, que la nature, contrairement à ce que certains courants, excusez-moi, mais là je vais direct, mais imbéciles, font croire que la nature est dangereuse. Pour l'instant, je crois que l'être humain a montré à quel point il était le plus dangereux, non seulement pour lui-même, que pour les autres. Donc je dirais que le message aujourd'hui, il est temps de fonctionner un peu plus avec le cœur et moins avec la tête. Ou plutôt d'harmoniser les deux. C'était Hubert Reeves d'ailleurs qui avait dit, j'ai trouvé ça extraordinaire, quand il disait « l'être accompli, c'est celui qui a réussi le mariage entre la raison et l'intuition ». Peut-être qu'on aurait pu rajouter aussi le cœur. Je sais que on a un petit peu peur d'en parler, parce qu'on a un peu peur de passer pour des naïfs, alors que c'est faux. Tous les sages que j'ai rencontrés, c'était des êtres humains d'un altruisme extraordinaire. Et je pense que c'est ça la voie pour demain. Donc le message Planète Altruiste, c'est oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est exactement ça. Super. Merci Bruno. Merci.